On peut démarrer ce webinaire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, la thématique de ce soir, c'est améliorer son confort d'été dans son logement. Ce qu'on va vous demander, c'est d'arrêter vos micros et votre vidéo. Donc, ce webinaire sera présenté par moi-même de l'Agence locale de l'énergie et du climat et d'Olivier Blevac de l'AMEC. Nous avons la participation également de Romain Tarmot de l'ALEC et de Sébastien Baudry de l'entreprise API, Agence pour l'isolation. Pour le sommaire, donc dans un premier temps, on va déjà vous présenter le service public de la rénovation de l'habitat. Ensuite, on va avoir une partie sur le confort thermique. Qu'est-ce que le confort thermique? On va vous détailler des méthodes pour améliorer votre confort intérieur. Et après, on finira par une synthèse avec aussi un cas pratique. Et ensuite, on passera à vos questions. Du coup, pour nous présenter, donc, le service public de la rénovation de l'habitat, qui organisons ce webinaire. Donc, le service public, c'est constitué de plusieurs organismes. Donc, l'Agence départementale d'information sur le logement qui fait principalement des conseils au niveau juridique et fiscaux. Et puis, ma collègue, donc, c'est Céline, Romain et moi qui font de l'accompagnement à la rénovation énergétique avec l'Agence locale de l'énergie et du climat et la Maison Énergie Habitat Climat. On travaille sur tout le territoire de la métropole Aix-Marseille, comme vous pouvez le voir sur la carte. Notre but, c'est d'accompagner les gens dans leur parcours de rénovation, essayer de les aider, de les conseiller pour qu'ils puissent faire des travaux de qualité, essayer de monter en gamme sur les travaux qu'ils peuvent faire, avec plusieurs thématiques, des conférences, des animations, des conseils, des webinaires, des actions pour essayer d'amener les gens vers les travaux avec le plus de qualité, le plus de performance possible. Pour cela, vous pouvez nous contacter. Il y a un numéro unique en fait pour nous contacter, à la fois l'ADIL sur les questions juridiques et à la fois nous sur les questions techniques que vous voyez apparaître ici. Donc, vous pouvez nous contacter à ce numéro-là et après, il y aura une prise de rendez-vous où on vous recontactera pour qu'on puisse vous accompagner à la fois sur la partie sur des conseils simples ou sur un accompagnement plus précis avec pourquoi pas une visite sur site. Voilà, il y a plusieurs options qu'on peut vous proposer selon votre besoin. Ok. Alors par contre, celui qui sait qu'elle a le téléphone là, si vous pouvez essayer de pas parler, du coup. Ah, je ne veux pas que je parle. Non, parce qu'en fait c'est enregistré, donc tout le monde vous entend. Ah bon. Donc par rapport au confort thermique, donc il y a le sujet du webinaire. Alors, il y a eu, si on regarde un peu les températures durant les quelques décennies précédentes, on voit que voilà, sur les dernières décennies, il y a eu des grosses augmentations de température moyenne, notamment si on prend la moyenne des maximums entre 61 et 90. On regarde à chaque fois les écarts depuis, on va dire, les années 80. On voit qu'à chaque fois, on est au-dessus de la moyenne avec notamment les canicules qu'on voit en 2003. La canicule qu'on voit en 2003, et voilà, si on prend la moyenne, on est largement au-dessus de 2 à 3 degrés minimum. Et puis, voilà, qu'est-ce que ça va être après en 2020, 2030, 2050, avec des possibilités assez importantes de température atteinte. Et notamment, un point aussi important, c'est que c'est un peu hétérogène selon où on se situe, selon si on est en territoire rural, périurbain ou en centre-ville, comme le montre le graphique en haut à gauche. Donc voilà, il y a un effet de îlot de chaleur urbain qui fait que la température augmente souvent en centre-ville. Ça, c'est dû au fait que la chaleur, souvent, elle peut être piégée avec des bâtiments qui ne permettent pas d'évacuer la chaleur comme il faut. Qui ne permet pas qu'il y ait une circulation d'air, qui permet qu'il y ait un stockage de la chaleur, et donc la température augmente fortement. A contrario, dans les zones avec des végétaux, dans les zones de campagne où il y a beaucoup de végétaux, il y a une évaporation, une évapotranspiration des végétaux qui fait que voilà, la température baisse et il peut y avoir des gros écarts, comme on peut le voir dans la diapo suivante. Donc, si on regarde la diapo, l'image en haut à gauche, on voit que dans les zones de campagne, dans les cas dans les zones boisées ou végétalisées,
il y a beaucoup d'évapotranspiration, il y a beaucoup de phénomènes qui font qu'il y a un stockage relativement restreint de la chaleur. A contrario, en ville, il y a beaucoup de chaleur qui est accumulée et qui n'est pas forcément beaucoup dissipée, que ce soit en journée ou même pendant la nuit. Parce que, comme je l'ai dit, la morphologie urbaine fait qu'il y a beaucoup de stockage et il y a peu de moyens de dissiper cette chaleur-là. Pendant la nuit, les campagnes perdent beaucoup de la chaleur reçue, elles dissipent cette chaleur-là, alors que et elles sont du coup beaucoup plus fraîches en journée. Il peut y avoir des énormes écarts de température, notamment jusqu'à 10 degrés entre les villes et les campagnes, donc c'est là qu'il y a des gros écarts. Et on sait que la nuit, c'est aussi important que la température baisse pour surventiler, pour évacuer la chaleur qui a été accumulée pendant la journée, à la fois dans les logements et dans les villes. Et donc, c'est important que la température baisse. Et ça, c'est un problème notamment dans les villes où la température baisse pas suffisamment et on peut pas faire de la surventilation nocturne, ou en tout cas, elle fonctionne pas aussi bien qu'on aimerait. Et en plus, après, il y a des facteurs aggravants, notamment la densité de population, donc la densité de logements, qui font que physiquement, la chaleur ne s'évacue pas comme il faut. La concentration automobile qui amène après forcément aussi des pollutions et qui amène des problèmes au niveau de la chaleur. L'utilisation des climatiseurs, effectivement, effectivement, on climatise le logement, mais à l'extérieur, ça fait un apport de chaleur. Et à l'inverse, si on chauffe, ça peut être aussi un problème. Et donc, voilà, les climatiseurs qui chauffent à l'extérieur. Donc là, on a parlé effectivement de changement climatique. En plus, dans nos climats méditerranéens, on a quand même des températures assez importantes en été. Donc, c'est un sujet quand même important dans notre région. Le fait en zone urbaine, ces trois facteurs font que on arrive à des intérieurs qui sont surchauffés avec des températures assez importantes atteintes. Et donc, voilà, c'est le constat que l'on fait et qu'on va faire de plus en plus avec les années qui arrivent. Plusieurs choses pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Je l'ai dit un petit peu au niveau de la morphologie des villes. On le voit sur le schéma avec les rayons solaires jaunes. Voilà, en ville, il y a plein de réflexions. La chaleur n'arrive pas trop à s'évacuer et donc il y a une accumulation, on emmagasine la chaleur et donc forcément la température augmente. Alors que lorsqu'on a plus d'espace, la chaleur est moins concentrée et donc ça se diffuse, ça se disperse plus facilement. Le revêtement des sols aussi, si on a du sol en goudron, en béton, en asphalte, qui sont pas ou peu perméables à l'eau liquide. Et donc, on n'a pas de rafraîchissement, on n'a pas d'évaporation du sol, et donc la température augmente parce qu'on n'arrive pas à évaporer cette eau-là. L'absence de végétation, on peut le comprendre assez facilement, je l'ai développé un petit peu avant. Et puis aussi le fait que le béton et l'asphalte retiennent la chaleur. Avec le rayonnement direct du soleil, ça devient quasiment des chauffages et donc on peut atteindre des températures très très élevées. C'est notamment pour ça aussi qu'à Aix, il y a pas mal d'expérimentations sur la désimperméabilisation des cours d'école notamment, voilà, différents endroits où on essaie le plus possible de désimperméabiliser ces sols pour essayer de retrouver une évaporation et de retrouver un confort plus vivable à l'extérieur. Après, on va rentrer aussi dans la notion de confort thermique, parce que le confort, c'est pas juste la température ambiante, mais il y a aussi la température, l'humidité relative, selon le taux d'humidité. Il y a aussi la vitesse de l'air, s'il y a un courant d'air ou pas, on ne va pas ressentir la même chose. Il y a aussi la température moyenne des parois autour de nous. Tous ces facteurs vont influer sur la température qu'on ressent. Une maison avec une température ambiante de 20 degrés avec des murs isolés ou pas isolés, on ne va pas avoir la même sensation. Pourtant, il fait la même température, mais voilà, il y a les températures de rayonnement qui vont influer sur le ressenti. Il y a aussi la tenue vestimentaire qu'on a, il y a aussi est-ce qu'on fait du sport, pas du sport, est-ce qu'on se déplace, voilà. Tous ces facteurs vont influer sur le ressenti. Et donc, le confort, c'est aussi une notion un peu subjective, selon tous ces critères et selon même après les gens qui sont plus ou moins frileux, entre guillemets. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte. Il y a toute la partie, on va dire, objective avec ce que je viens de développer, la concentration dans les villes, etc. Et puis après, il y a la partie subjective avec la vitesse de l'air, l'humidité relative. Enfin, ça, c'est pas subjectif, mais après, il y a tout ce qui est évaluation du confort. Alors, je vais vous parler des charges thermiques.
Donc, dans un logement, vous avez des charges thermiques. Donc, une charge thermique, c'est la quantité de chaleur qui doit être évacuée. Alors, vous avez des facteurs externes et des facteurs internes. Ce qui va favoriser ces charges thermiques, ce sera donc l'environnement urbain, comme l'a présenté Olivier, la conception du bâtiment et les sources de chaleur interne. Alors, en source de chaleur externe, donc vous avez les effets solaires, vous avez le rayonnement qui est réfléchi, notamment sur le sol. Donc, s'il s'agit de goudron, d'asphalte, le rayonnement sera beaucoup plus réfléchi que dans une zone avec du gazon. Donc, ça va influer sur la charge thermique du logement. Vous avez aussi également les rayonnements directs et les rayonnements diffus. Donc, les sources de chaleur externe, c'est tout l'environnement extérieur qui va favoriser plus ou moins la charge thermique à l'intérieur du logement. Et vous avez également les sources de chaleur interne. Donc, vous avez les appareils électroménagers, les fours, les réfrigérateurs. Vous avez aussi l'occupation, donc une famille de plusieurs personnes ou une seule personne. L'être humain fabrique de la chaleur. Donc, ça ajoute aussi pour l'apport interne de la chaleur. La bureautique également, donc plus vous avez d'ordinateurs, plus vous avez de télévision, plus vous mettez l'éveil. L'éclairage favorise également les sources de chaleur interne, notamment les ampoules à incandescence. Donc là, vous avez des ordres de valeur en fait en watts de tout ce qui peut favoriser l'apport de chaleur interne à l'intérieur du logement. Donc un exemple, 2 personnes au repos, plus des lampes allumées, plus une télévision, un réfrigérateur, c'est environ 600 watts d'apport interne, ce qui n'est pas négligeable. Si on prend en considération un chauffage de 600 watts, bon, ça commence déjà un petit peu de chauffer. Donc ça, après, c'est à chacun en fait de voir combien il y a de personnes dans le logement, combien il y a d'appareils qui sont dans le logement, et à ce moment-là, de faire peut-être un calcul pour voir ce qui peut favoriser ces sources de chaleur interne et du coup la surchauffe aussi dans le logement. Donc autant l'hiver, ça peut être bénéfique, autant l'été, ça peut être assez problématique. Il faut savoir que depuis 2021, les étiquettes énergétiques sont obligatoires sur certains appareils électroménagers. Un vieil appareil peut consommer jusqu'à 6 fois plus qu'un appareil neuf. Donc, vous avez des classes énergétiques qui vont de A à E. Vous avez aussi des A+, A++. Un réfrigérateur de classe A peut consommer jusqu'à 3 fois moins d'énergie qu'un appareil similaire de classe E. Donc, 3 fois moins de chaleur. Une lampe à basse consommation consomme jusqu'à 4 fois moins d'énergie qu'une lampe halogène. Et pour les jardins, vous avez les spots solaires qui existent. Les veilles aussi, il ne faut pas sous-estimer quand même la chauffe d'une veille. Vous avez les box Internet, par exemple, sont quand même des équipements qu'on éteint assez peu. Si vous touchez les modems, vous vous rendez compte quand même qu'ils fabriquent de la chaleur. Donc tout ça, en fait, additionné, va favoriser du coup ces sources de chaleur interne. Et en plus, les veilles, vous avez quand même une surconsommation en termes de facture d'énergie, d'électricité. L'été, vous avez aussi les éco-gestes qui peuvent quand même alléger les sources de chaleur, comme on réduit l'utilisation du four, on réduit l'utilisation du grille-pain, on essaye de manger frais, enfin voilà, on cuisine un petit peu moins qu'en hiver. Et ça joue quand même assez nettement sur ces sources de chaleur-là. Du coup, ça limite les sources de chaleur internes. Alors maintenant, on va passer à la partie où on peut améliorer le confort intérieur en essayant le maximum d'installer des climatisations. Donc, ce qu'on conseille, et Monsieur Baudry ne me dira pas le contraire, c'est que, avant tout, un logement bien isolé va maintenir la fraîcheur l'été et l'hiver va maintenir la chaleur du chauffage. Donc, en termes de confort thermique,
c'est un isolant, c'est un logement qui sera beaucoup plus confortable. Pas que pour l'hiver, mais également pour l'été. Donc, je confirme, je me permets. C'est pas mon nom là. oui, oui, on va... Donc, Monsieur Baudry de l'API qui pourra répondre à vos questions à la suite du webinaire. Donc, pour l'isolation du logement, vous avez deux méthodes. Vous avez l'isolation par extérieur et l'isolation par l'intérieur. Là, je ne vais pas vous parler de la construction parce qu'il peut y avoir une isolation 2 en 1. Donc là, je vous parle plutôt en mode de rénovation. Donc, l'isolation par extérieur, c'est l'isolation qui est la plus performante parce qu'elle va créer un manteau autour du logement. Donc, vous n'aurez pas de problème de pont thermique. Ça permet également de conserver l'inertie des murs. Par contre, bon, c'est sûr que ça va être un peu plus cher qu'une isolation par l'intérieur. L'avantage d'une isolation par l'intérieur, c'est que c'est un peu moins cher, mais par contre, il y a des inconvénients quand même qui ne sont pas négligeables. C'est que quand on isole par l'intérieur, vous avez les murs de refend, les cloisons, tout va être contourné. Donc, vous allez avoir beaucoup de création de ponts thermiques. Vous n'allez pas avoir l'inertie thermique du mur. Donc, c'est une isolation quand même qui est beaucoup moins performante. Et un exemple, les vieilles bâtisses qui ont des murs qui sont très épais sont souvent quand même beaucoup plus confortables l'été grâce à une grosse inertie. Donc, l'inertie, en plus de l'isolant, ajoute au confort d'été. Vous avez aussi la notion de déphasage. Alors, qu'est-ce que c'est que le déphasage? C'est le temps qui est nécessaire à la chaleur pour traverser un isolant. Donc, transmettre une température d'un côté à un autre de l'isolant. Donc, c'est en fait traverser la paroi. C'est un facteur qui est d'autant plus à prendre en compte avec le réchauffement climatique. Donc, le déphasage va jouer un rôle important pour le confort thermique d'été. Et pour avoir un bon déphasage, il faut aussi choisir des bons isolants. Vous avez des isolants qui sont plus adaptés pour le confort d'été que d'autres. Des isolants biosourcés qui vont offrir un déphasage de 10 à 12 heures environ. Donc, la ouate de cellulose et la laine de bois offrent un phasage qui est beaucoup plus efficace comparé à, par exemple, une laine minérale comme la laine de verre, qui, elle, a un déphasage de l'ordre de 3 à 4 heures. Pour vous illustrer ça, quand vous avez le soleil en fait, qui donne sur votre maison, une isolation avec de la laine de verre, 3 à 4 heures plus tard, en fait, la chaleur va traverser du coup la paroi et va se restituer à l'intérieur du logement. Alors qu'un isolant qui offre un meilleur déphasage, comme la ouate de cellulose ou la laine de bois, donc en fait, vous allez avoir le déphasage qui va faire que la chaleur va se restituer à l'intérieur du logement plutôt en début de soirée. Donc à ce moment-là, vous n'aurez pas ces surchauffes qui vont se produire moitié d'après-midi ou fin d'après-midi. Donc la priorité, c'est d'avoir une bonne isolation pour limiter les surchauffes et éviter de recourir le plus possible à la climatisation. Alors, il y a aussi, donc là, on parle de l'isolation thermique des murs, mais également sous toiture. Parce qu'il faut savoir que souvent, on peut se plaindre de surchauffe estivale sous toiture. Donc, sous toiture, on va mettre une grosse épaisseur d'isolant, plutôt biosourcé, pour permettre de gagner en confort d'été. Vous avez également les vitrages qui vont participer au confort d'été. Donc, vous avez des vitrages qui renvoient une partie des infrarouges, des vitrages à contrôle solaire qui vont conserver la chaleur intérieure en hiver. Donc, les rayons vont traverser le vitrage, vous allez gagner en chaleur en hiver, tout en limitant l'élévation de température en été. Donc, il y a une fine couche d'oxyde métallique en fait, qui est ajoutée au niveau des vitrages. Vous avez aussi la méthode de film réfléchissant, donc la version adhésive ou la version électrostatique que vous pouvez enlever. Du coup, vous pouvez l'ajouter uniquement l'été pour limiter l'impact des rayons du soleil. Donc ça, c'est en termes de vitrage. Après, l'idéal,
du coup, ce sera les protections solaires. Donc, c'est d'avoir le vitrage et d'éviter le plus possible d'avoir les impacts du rayon du soleil. Donc, à ce moment-là, ce sera d'ajouter des protections solaires. Donc, les protections solaires, vous avez les brises soleil orientables, les BSO. Vous avez des stores. Alors, vous avez la version intérieure-extérieure. Vous avez des volets à lame orientable, les pergolas, les auvents, les végétaux caducs. Donc après, vous avez aussi la profondeur de l'auvent, qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la fenêtre. Ça, ce sera pour les façades qui seront impactées par les rayons du soleil. Donc plus façade sud. Après, les façades ouest, la problématique, c'est que c'est un soleil qui est assez bas. Donc, du coup, il faut vraiment considérer l'impact des rayons du soleil et adapter les protections solaires pour que vous n'ayez pas ces problématiques de réchauffement dû aux rayons du soleil. Donc, vous avez une efficacité qui est différente selon les protections. Les protections intérieures auront beaucoup moins d'efficacité que des protections extérieures. L'idée, c'est que le store, par exemple, soit positionné à l'extérieur pour que le vitrage ne subisse pas les rayons du soleil. Dans tous les cas, qu'elles soient fixes ou mobiles, il faut que ces protections soient bien ventilées pour éviter un effet de radiateur. Vous avez également l'influence des couleurs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit quand même dans des nouvelles constructions ou dans des rénovations, des volets plutôt couleur gris anthracite, couleur foncée, parce que c'est un petit peu à la mode, c'est esthétique. Par contre, vous aurez un facteur d'absorption. Là, on le voit dans les facteurs d'absorption des couleurs, qui sera beaucoup plus impactant qu'une couleur claire. Après, les couleurs claires, il faut faire attention à l'effet d'éblouissement. Donc après l'isolation des murs, toitures et les vitrages et les protections solaires, vous avez les systèmes de refroidissement passif comme alternative à un refroidissement actif tel que la climatisation, qui permet de répondre au problème de la surchauffe dans les bâtiments bien isolés, tout en diminuant les consommations énergétiques et en excluant l'usage de réfrigérants polluants. Donc, le principe repose sur l'utilisation des sources de froid gratuits que sont le sol et l'air. Vous avez 3 types de refroidissement passif. Le free cooling, qui fait appel à une ventilation intensive. Donc, cette ventilation peut être naturelle, mécanique ou hybride. Vous avez le puits provençal ou le puits canadien, c'est le même principe, qui est composé d'un conduit enterré par lequel l'air amené dans le bâtiment est refroidi. Et vous avez également le refroidissement adiabatique qui consiste à refroidir l'air en y faisant évaporer de l'eau. La ventilation nocturne permet d'évacuer la chaleur. C'est la solution la plus accessible à tous, c'est la ventilation nocturne. Quand l'air extérieur est plus frais que l'air intérieur. C'est sûr que si vous avez des nuits, et notamment en plein centre-ville, quand c'est du revêtement asphalte, des bâtiments où il n'y a pas de ventilation, enfin voilà, une configuration, en tout cas une morphologie urbaine qui emmagasine la chaleur la journée et du coup qui a du mal à ce qu'il y ait un effet de refroidissement le soir. Donc, en centre-ville, c'est sûr que c'est plus difficile pour avoir une bonne ventilation nocturne. La ventilation traversante naturelle avec l'ouverture des fenêtres, on va dire que ça, c'est la ventilation naturelle classique. Vous avez également aussi la ventilation par conduit, par tirage thermique. Donc, c'est des conduits qui sont verticaux. Et puis, vous avez les volets à lame orientable type BSO qui doivent être placés de façon à orienter l'air vers le bas de la pièce. Donc là, attention, les combles doivent être à surventiler l'été. En fait, vous avez le phénomène physique que la chaleur monte. Donc, c'est toujours sous toiture que vous aurez le plus de surchauffe. Donc, il faut surventiler en été sous la toiture, en plus d'une bonne isolation.
Avec seulement une ouverture, il y a peu de mouvement d'air à l'intérieur du logement. Il faut dire que, en fait, quand, par exemple, à Marseille, vous avez quand même beaucoup d'immeubles qui sont les trois fenêtres marseillais, qui, dans un premier temps, étaient des logements traversants, qui, en fait, à terme, ont été divisés. Et des fois, on peut se retrouver face à des logements qui ne sont plus traversants. Donc, forcément, vous avez beaucoup moins de mouvement d'air. Donc, vous allez avoir un logement qui sera effectivement plus chaud. Donc, le cloisonnement coupe le flux également. Alors, un courant d'air permet un abaissement de la température d'environ 4 degrés. Ensuite, vous avez les systèmes de ventilation mécanique. Donc, vous avez plusieurs systèmes, les ventilateurs, les brasseurs d'air et la ventilation mécanique contrôlée, autrement dit la VMC. Donc, le brassage de l'air à l'aide de ventilateurs s'avère très utile pendant les heures chaudes de la journée en mettant l'air intérieur en mouvement sans introduire l'air extérieur surchauffé. Et la circulation de la masse d'air crée un effet de refroidissement sur la peau. Souvent, ce qu'on peut voir, c'est quand même des ventilateurs assez classiques qu'on pose sur pied ou sur un meuble. Après, vous avez aussi le système du ventilateur plafonnier, qu'on voit pas mal quand même dans les pays chauds. C'est un système qui est très efficace, qui peut aussi avoir une efficacité pour l'hiver, c'est-à-dire qu'en fait, il va déstratifier la chaleur du chauffage l'hiver, donc ça peut vous apporter, sans avoir trop de consommation d'électricité, du coup, un confort thermique pour l'hiver et pour l'été. Après, pour installer un plafonnier, il faut aussi prendre en compte le volume de la pièce, adapter la longueur des pales. Vous avez des moteurs qui sont aussi très silencieux aujourd'hui et ça consomme quand même beaucoup moins qu'un climatiseur. Donc ensuite, vous avez le système du rafraîchissement. Donc, vous avez le plancher rafraîchissant, le plafond rafraîchissant, qui est assez peu développé, mais qui est très efficace aussi. Vous avez aussi l'humidification. Donc, c'est l'évaporation de l'eau qui absorbe la chaleur et qui produit du froid. Vous avez le passage de l'air sur une surface humide qui peut être forcé par un ventilateur. Donc ça va augmenter le système de ressenti de fraîcheur. Vous avez le brumisateur et là, c'est l'illustration d'un système adiabatique. Et vous avez la végétation qui joue un rôle assez prépondérant dans le rafraîchissement. Donc, des plantations qui sont à proximité des bâtiments. Alors, dans les villes, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, désimperméabiliser les sols, apporter plus de végétaux, ça apporte quand même un confort thermique assez conséquent pour l'été. Donc, ça apporte de l'ombrage tout en gardant la lumière. Donc, ça diminue l'exposition du sol, des murs au rayonnement solaire. Donc après, vous avez des végétaux caducs ou persistants. Donc, vous pouvez mettre des végétaux caducs où là, les végétaux perdent leurs feuilles l'hiver. Donc, vous pouvez, là, comme l'indique la petite illustration, l'hiver, le soleil est plus bas. Donc, si le végétal perd ses feuilles, ça vous permet d'avoir cette source de chaleur en hiver. Et en été, à ce moment-là, quand le végétal a des feuilles, ça limite l'impact des rayons du soleil à l'intérieur du logement. Donc, les végétaux, c'est quand même très important pour le confort. Donc, une paroi en dur s'échauffe au soleil. Une paroi végétale joue le rôle d'une paroi froide. Les végétaux assurent une humidification de l'air grâce aux échanges gazeux et de vapeur d'eau entre les plantes et l'atmosphère. La couleur et la texture du feuillage permettent une absorption du rayonnement solaire d'environ 30%. Les cours intérieurs permettent la création de microclimats, comme les patios qu'on peut voir dans les pays plus du sud. Vous avez la végétalisation des toitures aussi qui peut être possible et la perméabilisation des sols. Donc là, vous avez deux images qui vous montrent la réflexion des rayons du soleil du coup sur le gazon et l'absorption par l'asphalte.
Et vous avez l'effet d'évaporation et de transpiration du coup du végétal qui va apporter de la fraîcheur. Donc en synthèse, pour améliorer un confort thermique, il faut limiter le maximum l'ensoleillement du bâtiment, donc rechercher l'ombre, favoriser la ventilation naturelle la nuit. Donc on favorise la végétation. Donc, pour diminuer les surchauffes dans le logement, on diminue la charge thermique à l'intérieur du logement. La journée, on minimise le plus possible l'entrée de la chaleur. Donc, pour résumer, on va minimiser la journée le plus possible l'entrée de la chaleur grâce à une bonne isolation du logement, que ce soit en termes de murs isolés, de toiture isolée, de vitrage isolant. Donc, une bonne isolation du logement, les murs, les parois, les vitrages, des protections solaires pour limiter les impacts du rayon du soleil. L'inertie du bâtiment va aussi contribuer à maintenir la fraîcheur à l'intérieur du logement et donc une bonne étanchéité également. On va aussi adopter des attitudes raisonnables, comme on l'a vu tout à l'heure avec les sources de chaleur interne. On va essayer de faire attention à la consommation de ces appareils à l'intérieur du logement, bien éteindre les veilles, bon, ce genre de choses. Et on privilégie l'éclairage naturel. On va finir par un cas pratique. Merci Céline. Oui, petit cas pratique sur un projet de rénovation. Disons qu'on a trop chaud en été et dans le cas 1, on décide simplement d'installer un climatiseur. Donc effectivement, c'est un système qui fonctionne bien. C'est une technologie qui a plus de 100 ans et qui a un avantage par rapport à des systèmes passifs qui est la capacité de choisir la température exacte sur un thermostat. Donc ça crée réellement un confort d'usage. Malheureusement, déjà aujourd'hui, les climatiseurs sont la cause d'une augmentation de 2 degrés de la température dans les villes, alors que seulement 20% des ménages en France ont des climatisations, donc on n'imagine pas ce que ça peut être avec une augmentation massive des clims comme c'est le cas en ce moment. En plus de ça, on conseille une différence de température entre l'extérieur et l'intérieur d'environ 2 degrés pour éviter la casse des climatisations. Donc aujourd'hui, il y a tellement de clim qu'elles sont déjà contre-productives. En plus de ça, c'est un système technologique qui nous rend dépendants à des chauffagistes. Et aujourd'hui, il y a déjà une forme de pénurie des chauffagistes et c'est déjà difficile d'avoir un rendez-vous en urgence en été. En démultipliant les clims, on augmente la pression sur les demandes et ça peut créer des risques pour les personnes fragiles qui, elles, dépendent vraiment de la climatisation pour survivre pendant l'été. Donc, avec un climatiseur, on a une très faible valorisation patrimoniale du bien. On participe au réchauffement des villes et donc à l'effet contre-productif des climatisations. On dépend d'un système technique et d'un chauffagiste. Et en cas de panne, chez nous, ça surchauffe parce qu'on n'a pas d'autre solution. Si on part sur une situation où on part plus sur une rénovation globale, avec l'intégration d'éco-gestes, donc comme disait Céline au début, on commence par isoler du froid, du chaud et du soleil avec l'isolation des murs, de la toiture, l'installation de protection solaire, de volets, l'installation des arbres, toujours dépendant de la faisabilité si on est en maison ou en appartement, bien sûr. Après, on agit sur la température de confort avec des brasseurs d'air, puisque le mouvement d'air va baisser la température de confort. Pendant la nuit également, avoir des draps mouillés aux fenêtres si on fait de la surventilation nocturne qui permet encore une fois de rafraîchir l'air. Et après, sur les éco-gestes, les bonnes pratiques, c'est s'isoler complètement de l'extérieur en journée, donc ça va être fermeture des volets et des fenêtres. Et après la nuit, de surventiler en ventilation naturelle traversante si possible. L'avantage de tout ça, c'est qu'effectivement, c'est des travaux qui sont plus importants au départ, mais il y a une importante valorisation patrimoniale du bien. En plus de ça, on ne participe pas au réchauffement des villes et en fonction des dispositifs, si on est en maison et qu'on plante des arbres, on peut même avoir un effet négatif, enfin un effet positif sur le réchauffement des villes en participant à leur refroidissement. On laisse la priorité des climatisations aux personnes fragiles qui en ont besoin, tout en ayant moins chaud chez nous, sans avoir besoin de chauffagistes. Voilà, merci. Merci Romain. On peut passer aux questions-réponses. Oui, alors du coup, n'hésitez pas. Donc, il y a le petit, pour ceux qui sont sur l'ordinateur, il y a le petite bulle en bas, discussion. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez poser votre question.
n'hésitez pas, puisqu'on va avoir un petit peu de temps pour y répondre. Donc pour l'instant, il y a eu 4 questions qui ont été posées. La première, ça va être plutôt pour Sébastien. Boîte de cellulose et laine de bois, nous sommes dans une zone de présence de termites. Est-il possible de mettre l'isolant en place? Alors oui, parce que les matériaux, même s'ils sont biosourcés, même s'ils sont d'origine végétale, ils sont forcément, parce que c'est des normes françaises et pas que françaises, ils sont traités contre notamment les insectes ravageurs, contre le feu aussi, contre les champignons, contre à peu près tout ce qu'on veut. La différence, c'est que les laines de verre sont aussi traitées. Si je prends le cas de l'isolant le plus courant qui est la laine de verre, sauf que dans la laine de verre, quand vous ouvrez le paquet de laine de verre, en fait, tous les produits ou presque, vous les prenez dessus. Alors que dans les biosourcés, c'est la fibre qui est directement imprégnée avec les quelques traitements qui sont là. Donc, les traitements ne sont pas volatiles et ne sont pas dangereux pour nous, tout comme les autres animaux qui ne seraient pas concernés par la protection. Voilà. Ok. Deuxième question de la même personne, mais qui n'a rien à voir, c'était sur le refroidissement adiabatique. Est-ce que ça ne risque pas d'apporter trop d'humidité dans le logement? Je ne sais pas si Céline a une réponse, ou moi je peux essayer d'y répondre, sinon si tu veux. Ça peut être la problématique, c'est que ça peut apporter une humidité, un peu plus d'humidité, effectivement. Donc, à ce moment-là, c'est la ventilation qui devrait être plus conséquente. Donc, bon, c'est des systèmes qu'on voit assez peu quand même. Je ne sais pas, toi, Sébastien, si tu as un retour par rapport à ça. Pas vraiment. Après, la question de l'apport d'humidité, si on a un système de ventilation de VMC classique et qu'on fait bien de la surventilation nocturne, ce n'est pas forcément un problème. Ça peut même, au contraire, aider au rafraîchissement nocturne. Donc, Et après, en complément, a priori, si vraiment il y a un gros problème, un gros souci à ce niveau-là, il existe aussi des refroidisseurs adiabatiques à 2 étages, ils s'appellent ça. Donc en fait, c'est une espèce d'échangeur en fait, qui permet de ne pas insuffler l'air humide, mais de le faire d'abord échanger sa fraîcheur, en gros, avec via un échangeur et d'insuffler de l'air qui n'est pas humide. Donc c'est aussi une possibilité, je pense, si jamais il y a vraiment un enjeu important. Alors. Une question, est-ce intéressant d'arrêter la VMC la journée? Sébastien ou Céline? moi, je répondrais que pas vraiment. Si c'est un système assez récent, il sera hygro-variable. Donc, de toute façon, voilà, si la journée, il n'y a pas beaucoup d'occupation, il n'y aura pas beaucoup d'humidité. Donc, le système n'évacuera que très peu d'air. Et ensuite, il y a la question réglementaire, c'est que la loi, c'est aération douce et permanente. Voilà. C'est pour la qualité de l'air intérieur, il vaut mieux quand même avoir un minimum de renouvellement. Ouais, après, vous avez quand même des ventilations qui s'adaptent en fait à l'air ambiant. Donc, elles vont s'enclencher ou ne pas s'enclencher. Voilà. Ou réduire très fortement le débit. Je peux la faire dans l'ordre. Alors, une question, les peintures réflectives des toitures sont-elles aussi efficaces que le prétendent les fabricants? Je me lance. Oui, par définition, si je peux peindre ma toiture en blanc, c'est mieux. Je vais avoir moins de stockage d'énergie, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tableau sur les couleurs et l'absorption. Le problème, c'est peindre des tuiles romanes en blanc, quoi. Voilà, bon. Quand on peut, oui, autant essayer sur une toiture terrasse éventuellement, en espérant qu'on ne va pas non plus créer de gêne à un bâtiment voisin avec l'effet de albédo en voyant la chaleur sur le bâtiment d'à côté. Enfin, voilà, oui, j'ai envie de dire en laboratoire, ça fonctionne très bien. Après, dans la réalité, ce n'est pas évident non plus de le faire, quoi. Après, il existe des peintures thermoréfléchissantes. Il faut voir aussi les composants du produit. Donc voilà, c'est un sujet qui porte à discussion, mais il peut y avoir des peintures qui effectivement réfléchissent la lumière et de toute manière, ça ne va pas faire office d'isolant.
mais ça peut limiter, on va dire, l'effet Et puis, de... c'est plus adapté pour le secteur tertiaire que pour le logement, voilà, sur des petites surfaces. Et puis, le fait que dans notre région, on a des toitures en tuiles, quoi, et en terre cuite. Donc, je ne suis pas sûr que dans la plupart des villes ou des quartiers, on accepte qu'on vienne peindre nos tuiles en blanc, quoi. Voilà. Il vaut mieux trouver autre chose. Ok. Une question de Nicolas. Si j'ai bien compris, une ventilation des combles non isolés, isolants posés au sol, est intéressante pour faire baisser la température la nuit. Alors, isolé ou pas isolé? Isolé. Non, pardon, des combles non isolés, il y a marqué. Et voilà, pourtant, il met isolé, isolant posé au sol. Ah, je pense que c'est des combles isolés, mais du coup, c'est des remparts non isolés, je pense qu'il voulait dire, si je comprends bien. Bon, dans le cas d'isolation de combles perdus, c'est-à-dire l'isolant est sur le plancher de comble, on a tout intérêt à avoir ce qu'on a quand même pas mal dans la région, des couvertures qui soient très ventilées, c'est-à-dire avec de la tuile mécanique. Mais dans la région, on a quand même encore beaucoup de toitures qui sont dites maçonnées. Et où donc là, si on choisit de mettre la couche d'isolant sur le plancher, c'est intéressant de créer, s'il n'y en a pas ou si elles ont été condamnées, des bouches d'aération naturelles au-dessus de la couche d'isolant, évidemment. Après, si on isole sous rampon, c'est-à-dire en suivant la pente du toit, non, du coup, on fait passer le comble en volume chauffé, comme on dit. Donc là, la question de la ventilation ne se pose plus, en fait, sauf à considérer que c'est une pièce ou des pièces qui appartiennent au logement et donc VMC. Voilà. Ok. Là, une question de Florence sur des docs pour convaincre les propriétés de moins couper les arbres. Mais bon, ça, du coup, on pourra essayer de chercher, de vous transmettre si on a de la documentation pour ça. Mais là, ça va être un petit peu court. Un commentaire sur les termites qui viennent du sol et donc avant qu'elles arrivent à la toiture, je pense qu'on peut s'en apercevoir avant. Ça dépend. Des fois, ça va Des vite. planches de bois, je sais pas. L'isolation des murs extérieurs avec des plaques en polystyrène est-elle efficace? Ça, c'est pour Sébastien. Oui, c'est efficace, thermiquement parlant. Après, c'est, de mon point de vue, à proscrire dans l'ancien, parce que ça va bloquer l'humidité dans les murs. Ou alors, c'est à mettre en place en mur rideau, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'isolant soit au contact direct des façades. Donc, il faut qu'on crée une lame d'air entre les deux, ce qui va sensiblement là, détériorer la performance en termes d'isolation. Voilà. En fait, ce qui a été évoqué au début, c'était la question du déphasage et surtout de l'inertie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut se protéger du chaud, on a intérêt à avoir des matériaux qui ont une forte inertie, en fait. Et le problème des isolants, que ce soit les polymères comme les polystyrènes, les polyuréthanes ou les laines minérales, laine de verre, laine de roche, c'est que par définition, c'est des matériaux qui ont été étudiés vraiment pour la performance hivernale, pour l'isolation pure, la résistance thermique pure, et donc ils sont de très très faible densité, donc ils n'ont pas d'inertie du tout. Et résultat, ils ont des temps de déphasage qui sont hyper rapides. C'est ce qui a été dit au début avec la laine de verre qui va transmettre au local. Si j'isole ma toiture avec de la laine de verre, ce qu'on voit dans ce petit tableau-là, donc si vous prenez l'avant-dernière ligne, vous voyez qu'en fait, en hiver, l'épaisseur, pour être efficace, à partir de, en gros, 17 cm, je serais très bien. Mais si je voulais avoir la garantie du confort d'été, il faudrait que je mette 80 cm. Donc, ce n'est absolument pas possible. Donc, en fait, on cherche un point d'équilibre entre le régime hivernal et le régime estival en se basant sur les propriétés physiques des matériaux et en particulier leur masse volumique et non pas seulement ce qui est encore aujourd'hui en France presque exclusivement utilisé, c'est-à-dire leur conductivité, le lambda. On va aller regarder leur densité, leur poids. C'est aussi bête que ça. Et on s'aperçoit que si on prend en haut du tableau des panneaux isolants en fibre de bois avec une certaine densité, 160 kg par mètre cube, ça commence à être intéressant.
ben, je m'aperçois qu'en fait, je suis aussi performant en hiver que la laine de verre, avec la même épaisseur. Par contre, en été, j'ai juste à ajouter 1 centimètre et je suis très bon. Voilà. Donc, la question après, c'est la faisabilité technique, évidemment, et on ne va pas se mettre soit 80 cm de laine de verre dans des combles ou dans les toitures, c'est juste la plupart du temps impossible à faire. On voit que le polystyrène, par exemple, 4e en partant du bas, c'est pareil, il faudrait qu'on mette quasiment 60 cm pour atteindre la même performance en été que la laine de bois. Voilà, donc il faut, quand on regarde ça, nous, par expérience dans la région, c'est tout ce qui est fibres végétales, et en particulier les fibres de bois, qui nous permettent de garantir la performance en hiver, mais aussi le confort d'été. Voilà. Et on y arrive très bien avec ça, on arrive très bien à ce que même des gens cessent de climatiser ou diminuent très fortement leur climatisation. Ok. Alors peut-être si Marjorie veut préciser un petit peu ce qu'elle voulait dire par rapport aux planches de bois sur les murs intérieurs, on va continuer les questions et puis si elle veut préciser, on reviendra à cette question. Je mets une couverture de survie sur certaines vitres où le soleil tape en intérieur. Est-ce que le film réfléchissant mobile est plus efficace? Céline, peut-être. Si vous mettez une couverture de survie, vous la mettez à l'intérieur du coup. Oui, a priori, oui. Ouais. Bon, c'est en fait à l'intérieur, ça va. Ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, c'est que vous avez quand même une efficacité qui est nettement inférieure que si vous mettez une protection à l'extérieur. Donc le but, c'est que le soleil en fait ne tape pas contre le vitrage parce que c'est ça qui va faire effet de chaleur. Donc un film réfléchissant, oui, sera plus efficace et une protection solaire encore plus efficace. Comment végétaliser les toitures? Il y a plein de techniques. Alors, ça dépend de quelle toiture on parle, mais la plupart du temps, dès qu'on parle de toiture végétalisée, on parle de toiture plate. Sauf dans le Grand Nord, où on sait faire des toitures végétalisées à forte pente, mais là, ce n'est pas du tout le même bâti que par chez nous. Donc, l'idée, c'est que si on a effectivement une toiture terrasse ou une toiture plate, on peut végétaliser. Et alors, il existe tout un tas de systèmes qui vont des bacs pré-remplis qu'on assemble tout simplement sur la toiture. On choisit l'épaisseur du substrat, on choisit le type de plante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que ça ait un impact assez significatif pour le confort d'été, notamment sur des îlots de chaleur en centre-ville, il faut de l'arrosage, donc il faut prévoir des réseaux, il faut qu'il y ait de la végétation réellement, c'est-à-dire que si c'est juste une petite pelouse, ça ne va pas faire grand-chose. Donc voilà, c'est à penser et faire en sorte que le substrat soit pas trop, soit assez épais en fait, pour pouvoir justement stocker de l'humidité et favoriser le phénomène d'évapotranspiration la nuit, ou même en journée d'ailleurs. Après, vous avez la problématique essentielle, en fait, ce sera le poids. Voilà. Sur une vieille maison, des volets en bois isolent aussi bien que d'autres matériaux, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. Les volets en bois isolent-ils aussi bien que d'autres matériaux? S'ils sont ajourés, non. Par contre, si c'est du volet plein, provençal, en 2 ou 3 épaisseurs, oui, ça isolera de toute façon toujours mieux que du PVC ou de l'alu, Ouais. des choses comme ça. Donc oui, le bois, de toute façon, est un matériau qui est peu conducteur. Voilà. Je ne vais pas dire non plus qu'il est isolant quand il est sous forme de bois massif, mais quand même. Après, on le voit sur les thermographiques, les volets en bois sont beaucoup plus efficaces que des volets en PVC ou en aluminium qui sont effectivement beaucoup plus conducteurs. Alors, ils sont plus efficaces et pour l'hiver et pour l'été.
Donc l'hiver, ils vont maintenir plus la chaleur et l'été, ils vont avoir une meilleure protection. Alors, je pense que Marjorie, donc l'idée c'est d'inspirer des chalets, je pense que c'est par rapport à ce qu'elle disait sur le fait de mettre en place des planches de bois sur les murs intérieurs. J'ai pas compris. Est-ce que la question c'était est-ce que mettre des planches de bois sur les murs intérieurs, ça fait office d'isolant ou je sais pas. Ouais, faudrait un Je peu plus pense. détailler, mais bon, Je en pense. soi, c'est pas très isolant, hein. C'est Oui, apparemment c'est pas ça. Apparemment isolant. c'est ça sa question. Oui. Alors, les planches de bois sur les murs à l'intérieur, c'est très utilisé dans les pays du Nord pour le confort plutôt en hiver. Parce que le bois, surtout s'il n'est pas verni, surtout si c'est du résineux très peu dense, sa température de surface est plus proche de celle de notre peau. Donc, on n'aura pas froid. On n'aura pas la sensation de paroi froide. Par contre, en été, ça n'a pas d'intérêt particulier. En fait, pour illustrer ça, c'est effectivement des questions de diffusivité, de diffusivité. C'est un peu, on prenez une plaque de marbre et une plaque de bois à 20 degrés chacun, vous mettez les deux mains dessus, vous allez avoir un ressenti très froid sur le marbre et beaucoup plus confortable sur le bois. Pourtant, elles sont à la même température. C'est une question qu'en fait, le marbre transmet beaucoup plus rapidement la différence de température par rapport au bois. Et donc, on va avoir un ressenti. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les quatre variables qui peuvent jouer sur le confort. Donc l'humidité, la température ambiante, la vitesse de l'air, et puis la quatrième notion qui était la température de paroi, les rayonnements. Donc là, on va jouer sur le rayonnement, sur le ressenti. Il va y avoir quand même des transferts de chaleur, mais on va avoir un ressenti, une température de confort, de ressenti meilleure. Je ne sais pas si pour l'instant on a fini les questions. N'hésitez pas si vous avez des questions à la fois sur la partie, sur tout ce qu'on a dit, ou sur d'autres thématiques, je sais pas, les aides financières, ou je sais pas. Après, oui, ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que quand vous faites isoler votre logement, que ce soit l'isolation des murs par extérieur, par l'intérieur, ou l'isolation sous toiture, éventuellement, vous pouvez avoir des aides financières. Donc, bon, si jamais vous avez des questions en fait sur ce sujet-là, on pourra vous répondre. Vous pourrez nous contacter directement. Pour l'instant, je vois pas d'autres questions. Donc, comme je l'ai mis sur le chat tout à l'heure, donc ça c'est enregistré depuis. Enfin, la vidéo est enregistrée, elle sera mise en replay sur YouTube. Vous recevrez le lien dans quelques jours par mail, puisque vous êtes inscrit, donc on a votre adresse mail. Donc voilà, vous pourrez regarder s'il y a des passages que vous n'avez pas forcément très bien compris, ou si vous voulez revoir, vous aurez la possibilité de le revoir sans problème. Mais bon, là, par contre, pour les questions, c'est maintenant ou jamais. Donc, si vous avez n'importe quelle question sur ce qu'on a dit, ou sur d'autres sujets liés à la rénovation énergétique, au confort, à l'isolation, au chauffage, etc., n'hésitez pas. On peut avoir des aides, Marjorie. Oui, vous pouvez avoir des aides financières sur notamment l'isolation des parois opaques, donc murs, toiture, plancher, fenêtre un petit peu. Après, ça va dépendre de différentes conditions, des conditions de ressources, des conditions de performance. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les coordonnées. Je sais pas si tu peux les afficher, Céline, pour qu'après on puisse vous conseiller individuellement selon votre logement, selon votre commune. Mais oui, il y a en général des aides financières qui peuvent être apportées, qui vont être plus ou moins importantes selon à la fois vos revenus, à la fois aussi l'ambition de votre rénovation, puisqu'il y a des aides spécifiques aiguilles, donc ça va plutôt être nous. Il y a des aides spécifiques pour les rénovations globales, donc avec un gain suffisant. Donc voilà, il y a différents parcours de rénovation et parcours d'aide financière possibles. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Donc c'est la Maison Énergie Habitat Climat à droite, si vous êtes à Aiguille, pour qu'on puisse vous conseiller. Alors il y a une question, je suis dans le Var, une agence comme la vôtre ici. Oui, dans le Var, il y a des collègues qui font la même chose. Pour avoir leurs coordonnées, il faut se rendre sur le site francerénov.gouv.fr. Vous tapez France Rénov sur un moteur de recherche. On vous demandez votre code postal et vous allez avoir, les coordonnées de l'agence qui pourra vous répondre sur les spécificités locales. Vous avez les mails aussi, hein. Oui. Le téléphone et le mail, tout est indiqué Le mail, sur la page. Info Énergie, c'est sur la présentation Bruno, pardon. Et une question de C. Cortade, comme pour la différence entre la masse volumique et la conductivité, je me demandais si un matériau qui a une forte masse volumique,
comme le chaud-chambre, peut être aussi performant qu'une laine de bois qui a une conductivité plus basse? Ça, je vais laisser Sébastien y répondre s'il veut bien. Chaud-chanvre, je ne peux pas répondre parce qu'il faut que j'ai le dosage. Oui, c'est vrai que selon la quantité de chaud et de chanvre, on peut avoir une azolémique totalement différente. Voilà, donc voilà, je ne peux pas répondre. Ou alors, il faudrait que ce soit un produit préformulé avec des données techniques quoi, qui soient certifiées. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en fait, Mais, selon la quantité de chanvre qu'on met, ça va être plus ou moins isolant. Donc oui, ça peut. Enfin, après, ça dépend parce qu'il y a des valeurs hautes et valeurs basses qu'on ne peut pas forcément dépasser, parce que si on met trop de chaud ou trop de chanvre, ça va avoir une composition un peu différente. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une correction. Le chanvre sera toujours un peu moins bon en termes de conductivité, c'est-à-dire qu'il est un peu moins isolant que la fibre de bois. Parce qu'avec la fibre de bois, qui est un produit plus manufacturé, on arrive à beaucoup mieux gérer justement la densité de matière. Le chanvre, c'est un peu plus empirique et en règle générale, si vous voulez, quand on fait une isolation par l'extérieur avec de la fibre de bois, on est très bon à partir de 10 à 12 cm et pour avoir l'équivalent avec des enduits chaud chanvre, il faut qu'on dépasse les 15 et qu'on atteigne même facilement les 20 cm. Voilà. Tac, tac, tac. Une vieille maison non isolée, une vieille maison pardon, isolée avec polystyrène, une VMC va évacuer l'humidité. On a marqué l'humanité, mais je pense que c'est l'humidité. Donc en gros, c'est est-ce qu'une VMC, enfin, même sur une isolée avec du polystyrène, est-ce qu'une VMC suffit à évacuer l'humidité et donc à éviter les problèmes? Je pense que c'est ça qu'elle voulait dire. Difficile à dire. Si c'est de l'ancien, je dirais que certainement non. Si c'est du béton, ça peut, oui. Après, le polystyrène, c'est à déconseiller sur le bâti ancien. Comme c'est des matériaux naturels, il faut que les matériaux puissent respirer. Donc, il faut que l'isolant soit perspirant. Et le polystyrène, c'est un isolant qui est très fermé. Donc, vous pouvez avoir même des problématiques à terme qui soient aussi structurelles, sanitaires. Enfin bon, le polystyrène à limite sur du parpaing, mais par contre, sur du bâti ancien, c'est à déconseiller. Alors Bruno, vous demandez le mail pour le guichet unique. En fait, il n'y a pas de mail directement pour ce numéro-là. Ce numéro-là, c'est un numéro qui est après réparti selon la structure. Donc, selon si vous êtes dans le pays d'Aubagne ou la Marseille, ça va être la LEC. Et selon si vous êtes ou aussi dans le Martigues. Et si vous êtes pays Salonnais ou pays d'Aix, ça sera notre structure à droite, la Maison Énergie Habitat Climat. Et si vous êtes dans un autre territoire, il faudra aller sur France Rénov pour savoir quelle est votre agence. Je vois qu'il n'y a plus de questions pour l'instant, en tout cas. Bon, j'espère qu'on vous aura apporté quelques solutions du coup pour passer un bel été sans avoir trop chaud. Donc merci à tous. Voilà, donc vous recevrez le lien pour regarder si vous avez des questions. N'hésitez pas après, si vous avez des projets de rénovation ou des projets de construction, à nous contacter. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne fin de semaine. Pour moi, la présentation, oui, il y aura la présentation. Vous recevrez le replay sur le lien pour avoir le replay et aussi la présentation au format PDF. Merci. Et puis bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tout le monde.